Bonjour. Alors aujourd'hui, je commence la lecture de Sido, suivie de Les vrilles de la vigne de Colette. Sido, partie 1, Sido. Et pourquoi cesserais-je d'être de mon village? Il n'y faut pas compter. Te voilà bien fier, mon pauvre minet chéri, parce que tu habites Paris depuis ton mariage. Je ne peux pas m'empêcher de rire en constatant combien tous les Parisiens sont fiers d'habiter Paris. Les vrais, parce qu'ils assimilent cela à un titre nobiliaire, les faux, parce qu'ils s'imaginent avoir monté en grade. À ce compte-là, je pourrais me vanter que ma mère est née boulevard Bonne Nouvelle. Toi, te voilà comme le pouls sur ses pieds de derrière parce que tu as épousé un Parisien. Et quand je dis un Parisien, les vrais Parisiens d'origine ont moins de caractère dans la physionomie. On dirait que Paris les efface. Elle s'interrompait, levait le rideau de tulle qui voilait la fenêtre. Ah, voilà mademoiselle Thévenin, qui promène en triomphe dans toutes les rues sa cousine de Paris. Elle n'a pas besoin de le dire que cette dame Kériot vient de Paris. Beaucoup de seins, les pieds petits et des chevilles trop fragiles pour le poids du corps. 2 ou 3 chaînes de cou, les cheveux très bien coiffés. Il ne m'en faut pas tant pour savoir que cette dame Kériot est caissière dans un grand café. Une caissière parisienne ne part que sa tête et son buste, le reste ne voit guère le jour. En outre, elle ne marche pas assez et engraisse de l'estomac. Tu verras beaucoup à Paris ce modèle de femme tronc. Ainsi parlait ma mère, quand j'étais moi-même autrefois une très jeune femme. Mais elle avait commencé, bien avant mon mariage, de donner le pas à la province sur Paris. Mon enfance avait retenu des sentences excommunicatoires le plus souvent qu'elle lançait avec une force d'accent singulière. D'où prenaient-elles leur autorité, leur suc, elle qui ne quittait pas 3 fois l'an son département? D'où lui venait le don de définir, de pénétrer et cette forme décrétale de l'observation? Ne l'eussé-je pas tenu d'elle, qu'elle m'eût donné, je crois, l'amour de la province. Si par province on n'entend pas seulement un lieu, une région éloignée de la capitale, mais un esprit de caste, une pureté obligatoire des mœurs, l'orgueil d'habiter une demeure ancienne, honorée, close de partout, mais que l'on peut ouvrir à tout moment sur ses greniers aérés, son fenil empli, ses maîtres façonnés à l'usage et à la dignité de leur maison. En vraie provinciale, ma charmante mère, Sido, tenait souvent ses yeux de l'âme fixés sur Paris. Théâtre de Paris, mode, fêtes de Paris ne lui étaient ni indifférents ni étrangers. Tout au plus les aimait-elle d'une passion un peu agressive, rehaussée de coquetterie, bouderie, approche stratégique et danse de guerre. Le peu qu'elle goûtait de Paris, tous les 2 ans environ, l'approvisionnait pour le reste du temps. Elle revenait chez nous lourde de chocolat en barres, de denrées exotiques et d'étoffes en coupons, mais surtout de programmes de spectacles et d'essence à la violette, et elle commençait de nous peindre Paris dont tous les attraits étaient à sa mesure, puisqu'elle ne dédaignait rien. En une semaine, elle avait visité la momie exhumée, le musée agrandi, le nouveau magasin, entendu le ténor et la conférence sur la musique birmane. Elle rapportait un manteau modeste, des bas d'usage, des gants très chers. Surtout, elle nous rapportait son regard gris voltigeant, son teint vermeil que la fatigue rougissait. Elle revenait, elle battante, inquiète de tout ce qui, privé d'elle, perdait la chaleur et le goût de vivre. Elle n'a jamais su qu'à chaque retour, l'odeur de sa pelisse en ventre de gris, pénétrée d'un parfum châtain clair, féminin, chaste, éloigné des basses séductions axillaires, m'ôtait la parole et jusqu'à l'effusion. D'un geste, d'un regard, elle reprenait tout. Quelle promptitude de main! Elle coupait des bols duc rose, déchaînait des comestibles coloniaux, repliait avec soin les papiers noirs goudronnés qui sentaient le calfatage. Elle parlait, appelait la chatte, observait à la dérobée mon père amaigri, touchait et flairait mes longues tresses pour s'assurer que j'avais brossé mes cheveux. Une fois qu'elle dénouait un cordon d'or sifflant, elle s'aperçut qu'au géranium prisonnier contre la vitre d'une des fenêtres, sous le rideau de tulle, un rameau pendait, rompu, vivant encore. La ficelle d'or, à peine déroulée, s'enroula 20 fois autour du rameau rebouté, étayé d'une petite éclisse de carton. Je frissonnai et crus frémir de jalousie, alors qu'il s'agissait seulement d'une résonance poétique, éveillée par la magie du secours efficace, scellé d'or. Il ne lui manquait, pour être une provinciale type, que l'esprit de dénigrement.
Le sens critique en elle se dressait vigoureux, versatile, chaud et gai comme un jeune lézard. Elle happait au vol le trait marquant, la tare, signalée d'un éclair des beautés obscures et traversée lumineuse des cœurs étroits. « Je suis rouge, n'est-ce pas ?» demandait-elle au sortir de quelque âme en forme de couloir. Elle était rouge, en effet, les pythonisses authentiques ayant plongé au fond d'autrui, émergeant à demi suffoquées, une visite banale parfois la laissait cramoisie et sans force au bras du grand fauteuil capitonné en reps vert. « Ah, c'est Viveney, que je suis fatiguée, c'est Viveney, mon Dieu !»« Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman ?» J'arrivais de l'école et je marquais ma petite mâchoire en croissant dans un talon de pain frais comblé de beurre et de gelée de framboise. « Ce qu'ils m'ont fait! Ils sont venus! Que m'auraient-ils fait d'autre et de pire? Les deux jeunes époux en visite de noces, flanqués de la mère Viveney. Ah, c'est Viveney !» Elle ne m'en disait guère plus, mais plus tard, quand mon père rentrait, j'écoutais le reste. « Oui, contait ma mère, des mariés de 4 jours. Quelle inconvenance! Des mariés de 4 jours. Cela se cache, ne traîne pas dans les rues, ne s'étale pas dans des salons, ne s'affiche pas avec cette mère de la jeune mariée ou du jeune marié. Tu ris, tu n'as aucun tact. J'en suis encore rouge d'avoir vu cette jeune femme de 4 jours. Elle était gênée, elle, au moins, un air d'avoir perdu son jupon ou de s'être assise sur un banc frais peint. Mais lui, l'homme, une horreur, des pouces d'assassin et une paire de tout petits yeux embusqués au fond de ses 2 grands yeux. Il appartient à un genre d'homme qui a la mémoire des chiffres, qui mettent la main sur leur cœur quand ils mentent et qui ont soif l'après-midi, ce qui est un signe de mauvais estomac et de caractère acrimonieux. « Pan !» applaudissait mon père. Bientôt, j'avais mon tour, pour avoir sollicité la permission de porter des chaussettes l'été. Mais quand auras-tu fini de vouloir imiter Mimi Antonin dans tout ce qu'elle fait chaque fois qu'elle vient en vacances chez sa grand-mère? Mimi Antonin est de Paris, et toi d'ici. C'est l'affaire des enfants de Paris de montrer l'été leurs flûtes, samba, et l'hiver leurs pantalons trop courts et de pauvres petites fesses rouges. Les mères parisiennes remédient à tout, quand leurs enfants grelottent, par un petit tour de cou en Mongolie blanche. Par les très grands froids, elles ajoutent une toque assortie, et puis on ne commence pas à 11 ans à porter des chaussettes. Avec les mollets que je t'ai faits, mais tu aurais l'air d'une sauteuse de corde, et il ne te manquerait qu'une sébile en fer-blanc. » Ainsi parlait-elle, et sans chercher jamais ses mots ni quitter ses armes. J'appelle armes ces 2 paires de verres, un couteau de poche, souvent une brosse à habits, un sécateur, de vieux gants, parfois le sceptre d'osier, épanoui en raquette trilobée, qu'on nomme tapette et qui sert à fouetter les rideaux et les meubles. La fantaisie de ma mère ne pliait que devant les dattes qu'on fête en province par les nettoyages à fond, la lessive, l'embaumement des lainages et des fourrures. Mais elle ne se plaisait ni au fond des placards, ni dans la funèbre poudre du camphre, qu'elle remplaçait d'ailleurs par quelques cigares coupés en berlingot, les culots des pipes d'écume de mon père et de grosses araignées qu'elle enfermait dans l'armoire giboyeuse, refuge des mythes d'argent. C'est qu'elle était agile et remuante, mais non ménagère appliquée. Propre, nette, dégoûtée, mais loin du génie maniaque et solitaire qui compte les serviettes, les morceaux de sucre et les bouteilles pleines. La flanelle en main, et surveillant la servante qui essuyait longuement les vitres en riant aux voisins, il lui échappait des cris nerveux, d'impatients appels à la liberté. « Quand j'essuie longtemps et avec soin mes tasses de Chine, disait-elle, je me sens vieillir. » Elle atteignait, loyale, la fin de la tâche. Alors elle franchissait les 2 marches de notre seuil, entrait dans le jardin. Sur-le-champ tombait son excitation morose et sa rancune. Toute présence végétale agissait sur elle comme un antidote, et elle avait une manière étrange de relever les roses par le menton pour les regarder en plein visage. Vois comme cette pensée ressemble au roi Henri VIII d'Angleterre avec sa barbe ronde, disait-elle. Au fond, je n'aime pas beaucoup ces figures de reîtres qu'ont les pensées jaunes et violettes. Dans mon quartier natal, on n'eût pas compté 20 maisons privées de jardin. Les plus mal partagées jouissaient d'une cour, plantée ou non, couverte ou non de treilles. Chaque façade cachait un jardin de derrière, profond, tenant aux autres jardins de derrière par des murs mitoyens. Ces jardins de derrière donnaient le ton au village. On y vivait l'été, on y lessivait, on y fendait le bois l'hiver, on y besognait en toute saison, et les enfants,
jouant sous les hangars perchés sur les ridelles des chars à foin dételés. Les enclos qui jouxtaient le nôtre ne réclamaient pas de mystère. La déclivité du sol, des murs hauts et vieux, des rideaux d'arbres protégeaient notre jardin d'en haut et notre jardin d'en bas. Le flanc sonore de la colline répercutait les bruits, portés d'un atoll maraîcher cerné de maisons à un parc d'agréments les nouvelles. De notre jardin, nous entendions, au sud, Miton éternuer en bêchant et parler à son chien blanc dont il teignait, au 14 juillet, la tête en bleu et l'arrière-train en rouge. Au nord, la mère Adolphe chantait un petit cantique en botelant des violettes pour l'autel de notre église foudroyée qui n'a plus de clocher. À l'est, une sonnette triste annonçait chez le notaire la visite d'un client. Que me parle-t-on de la méfiance provinciale? Quelle méfiance! Nos jardins se disaient tout. Ô aimable vie polissée de nos jardins, courtoisie, aménité de potagers à fleuristes et de bosquets à basse-cour, quel mal jamais fût venu par-dessus un espalier mitoyen le long des faîtières en dalles plates cimentées de lichen et d'or-pin brûlant, boulevard des chats et des chattes. De l'autre côté, sur la rue, les enfants insolents musaient, jouaient aux billes, troussaient leurs jupons au-dessus du ruisseau. Les voisins se dévisageaient et jetaient une petite malédiction, un rire, une épluchure dans le sillage de chaque passant. Les hommes fumaient sur les seuils et crachaient. Gris de verre, à grands volets décolorés, notre façade à nous ne s'entr'ouvrait que sur mes gammes malhabiles, un aboiement de chien répondant aux coups de sonnette et le chant des serins verts en cage. Peut-être nos voisins imitaient-ils, dans leur jardin, la paix de notre jardin où les enfants ne se battaient point, où bêtes et gens s'exprimaient avec douceur, un jardin où, 30 années durant, un mari et une femme vécurent sans élever la voix l'un contre l'autre. Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés. J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre ocreuse, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante ombrelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue, mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nues ardoisées qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel illuminé de 1000 gouttes d'eau et de bourgeons lancéolés. Ce ciel pesait sur le toit chargé de neige des greniers à fourrage, le noyer nu, la girouette, et pliait les oreilles des chattes. La calme et verticale chute de neige devenait oblique. Un faible ronflement de mer lointaine se levait sur ma tête encapuchonnée, tandis que j'arpentais le jardin, happant la neige volante. Avertie par ses antennes, ma mère s'avançait sur la terrasse, goûtait le temps, me jetait un cri. La bourrasque d'ouest, cours, ferme les lucarnes du grenier, la porte de la remise aux voitures et la fenêtre de la chambre du fond. Mousse exaltée du navire natal, je m'élançai, claquant des sabots, enthousiasmé si du fond de la mêlée blanche et bleu-noir, sifflant un éclair vif, un bref roulement de foudre, enfants d'ouest et de février, comblaient tous deux un des abîmes du ciel. Je tâchais de trembler, de croire à la fin du monde. Mais dans le pire du fracas, ma mère, l'œil sur une grosse loupe cerclée de cuivre, s'émerveillait, comptant les cristaux ramifiés d'une poignée de neige qu'elle venait de cueillir aux mains mêmes de l'ouest ruée sur notre jardin. Ô géranium, ô digital, celle-ci fusant des bois taillis, ceux-là en rampe allumée au long de la terrasse, c'est de votre reflet que ma joue d'enfant reçut un don vermeil, car Sido aimait au jardin le rouge, le rose, les sanguines filles du rosier, de la croix de Malte, des hortensias et des bâtons de Saint-Jacques, et même le coqueret alquécange, encore qu'elle accusât sa fleur, veinée de rouge sur pulpe rose, de lui rappeler un mou de veau frais. À contre-cœur, elle faisait pacte avec l'Est. Je m'arrange avec lui, disait-elle, mais elle demeurait pleine de suspicion et surveillait, entre tous les cardinaux et collatéraux, ce point glacé, traître, au jeu meurtrier. Elle lui confiait des bulbes de muguet, quelques bégonias et des crocus mauves, veilleuses des froids crépuscules. Or une corne de terre,
Or un bosquet de lauriers-cerises dominé par un ginkgo biloba, je donnais ces feuilles en forme de raies à mes camarades d'école qui les séchaient entre les pages de l'Atlas. Tout le chaud jardin se nourrissait d'une lumière jaune, à tremblements rouges et violets, mais je ne pourrais dire si ce rouge, ce violet dépendent encore d'un sentimental bonheur ou d'un éblouissement optique. Été réverbéré par le gravier jaune et chaud, été traversant le jonc tressé de mes grands chapeaux, été presque sans nuit, car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30, et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient dans le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seule. Ce pays mal pensant était sans danger. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Ma mère me laissait partir après m'avoir nommé beauté, joyau tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre. Chef-d'œuvre, disait-elle. J'étais peut-être jolie. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord. Je l'étais à cause de mon âge et du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne se seraient lissés qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillé sur les autres enfants endormis. Je revenais à la cloche de la première messe, mais pas avant d'avoir mangé mon soûl, pas avant d'avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chiens qui chassent seuls et goûté l'eau des 2 sources perdues que je révérais. L'une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait aussitôt née et replongeait sous la terre. L'autre source, presque invisible, froissait l'herbe comme un serpent, s'étalait secrète au centre d'un pré où des narcisses, fleuris en ronde, attestaient seuls sa présence. La première avait goût de feuilles de chêne, la seconde de fer et de tiges de jacinthe. Rien qu'à parler d'elles, je souhaitais que leur saveur m'emplisse la bouche au moment de tout finir et que j'emporte avec moi cette gorgée imaginaire. Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, ouïes du salon, à de brefs soliloques inspirés, et les manifestations généralement botaniques de sa courtoisie, entre Sèbe et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et monsieur de Fourolle, une zone de points collatéraux, moins précise et moins proche, prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantin situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayons, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. Bien que ma liberté, à toute heure, dépendît d'une escalade facile, une grille, un mur, un toiton incliné, l'illusion et la foi me revenaient dès que j'atterrissais, au retour, sur le gravier du jardin. Car, après la question « D'où viens-tu » et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage de jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison. De par sa suzeraineté et sa sollicitude, les murs grandissaient. Des terres inconnues remplaçaient les enclos que j'avais, sautillant de mur en mur, de branche en branche, aisément franchis, et j'assistais au prodige familier. « C'est vous que j'entends, Sèbe » criait ma mère. « Avez-vous vu ma chatte ?» Elle repoussait en arrière la grande capeline de paille rousse qui tombait sur son dos, retenue à son cou par un ruban de taffetas marron, et elle renversait la tête pour offrir au ciel son intrépide regard gris, son visage couleur de pomme d'automne. Sa voix frappait-elle l'oiseau de la girouette, la bondrée planante, la dernière feuille du noyer ou la lucarne qui avalait au petit matin les chouettes? Ô surprise, ô certitude! D'une nue à gauche, une voix de prophète enrhumée versait un
Non, madame Colette, qui semblait traverser à grand-peine une barbe en anneaux, des pelotes de brume et glisser sur des étangs fumant de froid. Ou bien oui, madame Colette, chantait à droite une voix d'ange grelée, probablement branchée sur le Cyrus fusiforme qui naviguait à la rencontre de la jeune lune. Elle vous a entendu, elle passe par le lilas. Merci, criait ma mère au jugé. Si c'est vous, Seb, rendez-moi donc mon piquet et mon cordeau à repiquage. J'en ai besoin pour aligner les laitues, et faites doucement, je suis contre les hortensias. À port de songe, fruit d'une lévitation magique, jouet de sabbat, le piquet, quenouillé de ses 10 mètres de cordelette, voyageait par les airs et tombait couché aux pieds de ma mère. D'autres fois, elle vouait à des génies subalternes invisibles une fraîche offrande. Fidèle au rite, elle renversait la tête, consultait le ciel. Qui veut de mes violettes double rouges criait-elle. Moi, madame Colette, répondait l'inconnaissable de l'Est, plaintif et féminin. Prenez. Le petit bouquet, noué d'une feuille aqueuse de jonquille, volait en l'air, recueilli avec gratitude par l'Orient plaintif. Qu'elles sentent donc bon. Dire que je n'arrive pas à élever des pareilles. Naturellement, pensai-je, et j'étais près d'ajouter, c'est une question de climat.